que découvre-t-on? On l'a dit tout à l'heure, hein, découverte, j'insiste vraiment, choc, par hasard, non prévu en grande partie, des images d'horreur, et évidemment, ces images, que je vous ai montrées tout à l'heure, fixent dans la tête de beaucoup de personnes, à commencer par les libérateurs, fixent le savoir qu'on en tire. Le premier savoir qu'on tire de l'univers concentrationnaire, ce sont ces charniers. C'est cette mort de masse qui paraît évidemment, qui est tout à fait inhumaine et qui paraît tout à fait illogique, répondant à un arbitraire le plus terrible. C'est donc un premier filtre dans notre connaissance de l'univers concentrationnaire, c'est ce choc, cette découverte des camps. Mais les images, donc, je vous insiste, c'est le premier savoir qu'on en tire. Les images qui sont prises à la libération des camps, l'image d'Ordroof, là, celle-ci, c'est le résultat, c'est évidemment la photographie d'un système concentrationnaire dans sa dernière étape. C'est-à-dire dans une situation de décomposition totale. C'est pas le système concentrationnaire de 1933, c'est pas le système concentrationnaire de 1939, c'est pas non plus le système concentrationnaire découvert par la majorité des déportés français, qu'ils soient résistants aux Juifs en 1942 ou 1943 et en 1944. C'est un système concentrationnaire en pleine décomposition, qui a donc qui a considérablement évolué dans les dernières semaines de son existence, puisque, vous le voyez, le Reich s'est rétréci comme peau de chagrin du fait de l'avance des troupes alliées. Les principaux camps centraux, Sachsenhausen, Ravensbrück, au nord, vous voyez, Bergen-Belsen, Neuengamme, près de Hambourg, les principaux camps étaient installés en gros aux quatre coins cardinaux de l'Allemagne. Mauthausen, alors Flossenburg, vous voyez, près de la frontière tchécoslovaque, Buchenwald en plein cœur de l'Allemagne, Berlin évidemment avec Sachsenhausen, Ravensbrück, le camp de Favre, Neuengamme près de Hambourg au nord, Dachau, Munich au sud. On annexe l'Autriche, on fait un camp de concentration à Mauthausen, on annexe la zone annexée à Alsace-Moselle, on fait un camp de concentration à Nassau-Schuthof. Le camp de concentration est au cœur de la société nazie et du concept nazi de société totalitaire. Ce que découvrent les armées alliées, c'est plus ça. C'est un système dans lequel qui n'arrivait déjà pas beaucoup à nourrir ses détenus depuis longtemps, mais là qui les nourrit quasiment plus dans les dernières semaines, qui continue à les faire travailler dans certains camps de façon tout à fait improductive et illogique, et qui surtout est obligé d'être évacué devant les avances alliées. Donc vous voyez là en jaune la représentation surtout de l'évacuation du camp d'Auschwitz, avec, vous voyez, des déportés qui sont envoyés à la fois à Mauthausen et d'autres à Buchenwald et d'autres à Bergen-Belsen. Mais alors ça va se compliquer encore un peu plus lorsque les troupes alliées à l'ouest vont se mettre à avancer beaucoup plus rapidement. Et là encore, cette carte ne représente que l'essentiel de ce qu'on a appelé donc, les évacuations des camps, c'est ce que les déportés ont appelé les marches de la mort. C'est près de 700 000 détenus qui sont quand même jetés sur les routes, à pied, en train, plus rarement en camion. Et on estime à au moins un quart, un tiers de ces déportés qui décèdent durant cette période. C'est ça que les armées alliées découvrent, et c'est ça qui va marquer donc, les consciences. Et ce premier filtre est très important pour notre connaissance, puisqu'on en sort l'idée d'un système concentrationnaire qui aurait finalement commencé et qui aurait toujours ressemblé à ça. L'histoire donc antérieure du système concentrationnaire est masquée. Les logiques, les politiques de déportation et de la solution finale et des déportations des résistants sont totalement masquées par cette vision. Et donc, vous l'avez compris, la spécificité du génocide des Juifs d'Europe est également totalement masquée par ces images. La différence entre les camps de concentration, ce qu'on a appelé longtemps les camps d'extermination, ce que Raoul Liebman a appelé les centres de mise à mort, cette différence est totalement illisible lorsqu'on découvre les camps. Le deuxième filtre, il est plus spécifique à la France. Le deuxième filtre, c'est le filtre du ministère Freinet, qui l'impose sans trop envisager les conséquences. Là, vous avez une photo au Lutetia. Les déportés sont accueillis à l'hôtel Lutetia. Donc, vous voyez des personnes en tenue rayée qui reviennent des camps, mais vous avez peut-être ici également un prisonnier de guerre. Or, le ministère Freinet a un discours où son rôle est de rapatrier les personnes. Je vous l'ai dit, les prisonniers de guerre, les déportés, les requis. Et il va réunir toutes ces personnes
dans ses discours, dans sa propagande, hein, dès la fin de l'année 1944, il les résume par l'expression « les absents ». Donc c'est un deuxième filtre qui joue beaucoup dans le cas de la situation française, c'est-à-dire qu'on ne parle pas toujours des déportés, et quand on parle des déportés, on entend aussi le déporté du travail, pas le prisonnier de guerre, mais aussi le déporté du travail. On ne fait pas toujours la différence loin de là, entre les résistants et les Juifs de France. Deux filtres donc, qui jouent quand même beaucoup pour qu'on n'en sorte pas un savoir très clair en 1945. Malgré tout, je pense qu'il faut, maintenant qu'on progresse un petit peu dans ces recherches, qu'on relativise ce premier état des lieux. Parce qu'à mon sens, un savoir est quand même globalement sorti des camps de concentration, il faut le revaloriser en partie, pas totalement, mais en partie. Donc pour être le plus clair possible, repassons rapidement en revue les vecteurs de ce savoir. Le premier, c'est la presse. Je vous ai dit que tout était parti d'un choc, je vous ai dit qu'il y avait communication sur la découverte des camps, je vous ai montré des lignes de presse, donc la presse joue un rôle. Là, on est quand même beaucoup plus dans la confusion, lorsqu'on regarde l'analyse des images. Il y a eu une exposition il y a quelques années sur toutes les images que je vous ai montrées. Il y a des confusions terribles entre, on vous montre des images de Bergen-Belsen, légendées Auschwitz, avec une date qui n'est pas la date. Il y a des précisions parfois très claires, mais il y a quand même globalement beaucoup de confusion. Le deuxième vecteur, c'est les témoignages des déportés eux-mêmes. Là aussi, premier filtre, les déportés racontent souvent leur déportation, ils éditent très vite. Oui, j'aurais dû commencer par là. Entre 1944 et 1947, on est entre 200 et 250 témoignages édités. Alors pas toujours bien diffusés, mais édités, ce qui veut dire que les déportés ont parlé très vite. Pour ceux donc, qui avaient eu la chance de revenir, avec donc une nette disproportion, j'insiste, entre les déportés résistants et les déportés juifs qui reviennent à une toute petite minorité du fait des politiques d'extermination nazie. Mais donc là encore, il y a un savoir dans le témoignage des déportés, même si donc beaucoup de témoignages s'arrêtent à la libération du camp. Et ils ne sont pas si nombreux que ça à évoquer leur retour en France. Et en règle générale, même depuis des années, on a finalement assez peu de témoignages détaillés du retour, d'où la chance d'avoir M. Lieberstein tout à l'heure pour qu'il nous raconte son retour. On n'a pas tant que ça, même si des campagnes de témoignages ont été lancées par les différentes institutions mémorielles depuis quelques années. Troisième vecteur important, les associations qui se mettent très vite en place pour accueillir les déportés. Des associations donc, de familles, des associations de survivants qui se réunissent très vite en amicale. Je vais vous donner des exemples à chaque fois sur les vecteurs qui suivent sur la perception qu'on a eue du génocide des Juifs, parce qu'évidemment dans ce savoir, pour évaluer le savoir qu'on a en 1945, l'exemple qui est souvent pris, c'est qu'en gros l'image des déportés est mal perçue, confusion, tout ce que je viens de vous expliquer, que deuxièmement quand c'est perçu, on perçoit beaucoup mieux la dimension résistante, du fait d'un nombre de retours résistants plus important, du fait des dimensions politiques de la libération. On dit souvent donc que le discours du Parti communiste dans ses stratégies politiques à la libération, la dimension gaulliste également, font qu'on parle beaucoup plus des déportés résistants que des déportés juifs. Et donc dans tout cela, le génocide aurait été globalement et très largement oublié et recouvert donc par ces discours. Je reprends mon troisième vecteur, les associations. Alors là, je vais citer les travaux d'Annette Vivorka qui cite le cas d'associations juives, alors pas très, dont les connaissances ne sont pas très diffusées, mais qui sont assez significatives malgré tout, qui ont une connaissance assez nette, évidemment, de ce qui s'est passé à Auschwitz dès le milieu de l'année 1945, donc dès le moment du retour. On avait des rapports, notamment le rapport Barth et Wetzel, qui sont des rapports d'évadés d'Auschwitz. Ces associations, notamment le service central des déportés israélites ou l'association des parents et amis des familles françaises israélites déportées en Allemagne, ils diffusent ce savoir, ils expliquent à leurs adhérents, aux familles, ce qui s'est déroulé à Auschwitz, c'est-à-dire globalement une politique d'extermination. Autre vecteur plus important dans sa diffusion, le procès international de Nuremberg, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a souvent dit que, c'est tout à fait juste, le procès a duré des mois et des mois, il a fini par lasser l'opinion publique. Le procès a duré vraiment presque plus d'1 an.
mais c'est quand même un procès international qui a eu une très bonne couverture presse au démarrage. Et pour vous montrer la connaissance qu'on en avait, quelle que soit la diffusion qu'on en a faite ensuite, je vais vous prendre l'exemple tout simple du réquisitoire inaugural de Robert Jackson, qui est le procureur américain, qui donc fait le premier grand discours à Nuremberg pour pointer les responsabilités des criminels de guerre nazis qu'il a en face de lui à juger. Et dans une partie de son réquisitoire, il parle du génocide des Juifs d'Europe. Il explique que 60% des Juifs d'Europe ont disparu, soit, je cite, 5,7 millions de morts. Vous voyez que le bilan est quasi juste. Il ne subsiste, je le cite, que des vestiges de la population juive de l'Europe, dit-il. Le 21 novembre 1945, dans une séance plus consacrée au génocide, celle-ci, les crimes les plus nombreux et les plus sauvages conçus et commis, je cite toujours, par les nazis, ont été perpétrés contre les juifs. Mon intention est de vous exposer le plan et le projet auquel les nazis étaient fanatiquement attachés en vue d'anéantir tout le peuple juif. Donc vous voyez bien là, il y aurait d'autres exemples à citer sur Nuremberg, mais vous voyez bien que là, qu'un savoir est malgré tout passé. Autre vecteur, plus spécifiquement français, notre ministère Freinet, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, lui, je vous ai dit, envoie des missions de rapatriement sur les lieux mêmes, des camps libérés, qui deuxièmement organise un retour, qui a beau le généraliser dans son discours, derrière ce terme des absents, mais ça n'empêche pas que même s'il rapatrie tout le monde et qu'il met tout le monde sur le même plan, les prisonniers de guerre, les requis et les déportés, ce ministère en tire des conclusions. Or le bilan là pour le coup du ministère Freinet a été très critiqué. Là la diffusion est quasi nulle par contre de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que ça reste dans les papiers administratifs, mais ça traduit là encore un savoir. Première chose importante, 3 novembre 1944, j'insiste sur la date, un décret du gouvernement provisoire ordonne officiellement le recensement des victimes de la guerre, en France comme ailleurs. Donc les déportés sont intégrés, bien entendu, dans ce recensement qui se lance. Les missions de recherche, toutes les missions de recherche ramènent des rapports et donnent des indications sur ce qu'ils ont découvert. Les déportés qui arrivent au Lutetia sont interrogés. Donc on dispose dans les archives du ministère Freinet, aux archives nationales, de beaucoup de témoignages de déportés collectés au retour. Je continue à vous donner des exemples sur le génocide des Juifs, parce que c'est la question vraiment la plus qui sert d'habitude le plus d'exemples, donc j'insiste pour vous dire qu'aucun savoir n'en est sorti. En novembre 1944, toujours, un responsable d'un bureau qui s'occupe plus spécialement du recensement, dans le suivi de ce décret dont je viens de vous parler, du recensement de ce qu'on appelle alors au ministère Freinet les Israélites, donc au sein d'une direction plus large, propose un premier bilan statistique des Juifs déportés à partir des listes des convois qu'ils ont pu récupérer et d'une partie du fichier du camp de Drancy, qui était le point de départ des Juifs de France en déportation. Le ministère arrive donc en novembre 1944 à un premier recensement de 62 800 personnes déportées du camp de Drancy. Au total, il y en a eu 67 000. Donc vous voyez, on n'est pas très loin, là encore, des chiffres, avec par contre une part d'erreur sur les autres chiffres, c'est-à-dire notamment les déportés juifs partis de Compiègne, où on se trouve, il y a eu 2 convois d'otages juifs partis de Compiègne, là les chiffres sont faux. Par contre, d'autres réalités moins connues de la déportation des Juifs de France sont déjà repérées, comme par exemple la déportation de 259 femmes prisonniers de guerre qui avaient été transférées en mai 1944 à Bergen-Belsen. Il arrive à un total de 85 000 déportés juifs. Serge Klarsfeld, en 1978, donc, attestera définitivement le chiffre de 74-75 000 déportés juifs. La spécificité de la déportation des enfants, notamment des enfants du Veldiv, est tout à fait perçue par le ministère dès le début de l'année 1945. En juillet 1945, donc on est là 2 mois seulement après les premiers retours, le ministère avance un nouveau chiffre sur les départs de Drancy de 66 500 personnes, quasiment exhaustif. Autre exemple tout à fait significatif qui rejoint et qui vous montre aussi que ces différents vecteurs se parlent, bien entendu se rencontrent. Un exemple que je trouve très significatif, début juillet 1945, la nouvelle responsable du bureau dont je viens de vous parler au sein du ministère Freinet, je vous passe les détails,
rencontre le docteur Samuel Steinberg, déporté de Drancy à Auschwitz en juillet 1942, qui était resté au camp de Drancy, de Auschwitz pardon, en janvier 1945 après sa libération, pour aider notamment les soviétiques et les libérateurs là, donc, pour le suivi sanitaire et également procéder à des premières enquêtes sur place. Le docteur Steinberg se rend au ministère Freinet pour apporter son savoir. Il avait été rapatrié par avion, lui, au Bourget le 16 juin 1945, et il donne donc des informations sur le fonctionnement du complexe d'Auschwitz, qu'on peut remettre en cause sur 2-3 points. Il lui amène surtout des listes de Français libérés, qui étaient restés à Auschwitz avec lui, et le ministère Freinet, par l'intermédiaire d'Émile Garnier, lui demande d'étudier avec sa section un, je cite, plan de travail pour l'établissement du nombre et de l'identité des présumés décédés israélites ayant été déportés de France. Je reviens sur ce bureau et j'en termine là-dessus, dernier exemple, pour vous montrer que ce travail non seulement est perçu au début, mais qu'il va commencer à se poursuivre. Malheureusement, pour X raisons multiples, ce travail ne sera jamais finalement rendu public, il ne sera jamais véritablement terminé, mais c'est pour vous donner un dernier point, un dernier exemple. Début 1946, un des responsables de cette section, François Rosenauer, propose à sa direction l'établissement d'actes de décès pour, je cite, les déportés raciaux. Et il explique donc pourquoi il va falloir établir des actes de décès collectifs, parce qu'il explique très clairement que la très grande majorité des Juifs de France ne vont pas rentrer, et que donc ça ne sert pas à grand-chose d'envoyer des missions de rapatriement, puisque la plupart de ces Juifs ont été exterminés. Je cite sa note. Si les déportés raciaux ont dépassé 45 ans, ou s'il s'agit d'enfants jusqu'à 15 ans, âge pris lors de la déportation, ils sont passés à la chambre à gaz dès leur arrivée à Auschwitz, et on peut indiquer comme dernière résidence légale et lieu de décès, parce qu'il faut un acte de décès officiel pour clore l'état civil. Il faut donc indiquer comme dernière résidence légale et lieu de décès Auschwitz-Birkenau. Les personnes raciales ne tombant pas sous ces deux catégories, mais qui seraient parties de France, malades, mutilées, enceintes, peuvent être considérées également comme gazées dès leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. Pour tous les déportés de 1941 et de 1942 qui n'ont pas donné signe de vie jusqu'à présent, on est en janvier 1946, l'article 115 de la déclaration d'absence autorise déjà automatiquement de dresser un acte d'absence, c'est-à-dire les actes de disparition, qui pourraient être complétés par la suite. Donc vous voyez un savoir est malgré tout sorti de ce choc et de ce chaos découvert, de cette horreur découverte par les troupes alliées en 1945. Dernier point de vecteur, le savoir est tellement passé à certains moments, ça relativise tout à fait ce que je viens de vous dire. Là vous aviez des images, je ne vais pas tout montrer parce que je veux vraiment laisser la place à vos questions. Il y a des images à fond privé tout à fait nouvelles qu'on n'avait pas vues jusque-là, c'est des images de la Croix-Rouge. Là encore le Lutetia, des affiches, vous voyez comme quoi l'événement, l'affiche de la FNDRP, des associations sur l'événement. Je voulais moi vous parler de cet exemple des transmissions qui résume assez bien, à mon avis, le savoir qu'on a à ce moment-là. Ces crimes hitlériens, on part de ce que je viens de vous dire, des informations recueillies par les différents services français, alliés, etc. Ces informations sont transmises également au service de recherche des criminels de guerre, puisque là on pense déjà à la justice. On juge les responsables internationaux à Nuremberg, mais la France va avoir à gérer les criminels de guerre qui ont opéré en France. Et donc il y a des services de recherche des criminels de guerre nazis qui se mettent en place à Paris, un peu partout dans les régions, et qui travaillent pour pointer les responsabilités des nazis ayant opéré en France et de leurs collaborateurs. Et très vite, on arrive à l'idée qu'il faut quand même commencer à communiquer auprès du grand public, et il y a cette exposition, en plein cœur de Paris, au Grand Palais, Crime hitlérien, qui résume tout à fait ce qu'on a longtemps pensé du retour, c'est-à-dire que ce qui est mis en avant, c'est évidemment les charniers, l'horreur, les charniers des camps de concentration, les charniers également de la fin de l'occupation en France. Ça, vous les avez en tête également, mais les Oradour-sur-Glane, le nombre de massacres qu'il y a eu dès le printemps et surtout à l'été 1944, c'est ça qu'on montre à la population et c'est ça qui couvre en grande partie les spécificités de telle et telle politique, dont les déportations des résistants ou des Juifs de France. Mais il se trouve quand même que lorsqu'on regarde le plan de l'exposition, vous avez des entrées, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez des entrées des salles
sur le pan-germanisme pour chercher les causes de la guerre, sur les notions de crimes de guerre. Vous avez un cas tout à fait particulier de l'Alsace-Lorraine, c'est important dans la mémoire française déjà. Vous avez une salle sur les Waffen-SS, sur la milice, et vous avez une salle, je continue mon exemple, sur la solution finale. Alors c'est pas indiqué comme tel, c'est une salle juive. Là vous avez une chronologie de ce qui s'est déroulé en termes de persécution raciale, incomplète forcément, mais lorsqu'on regarde beaucoup des principaux événements de la persécution en France occupée sont pointés. Et vous avez également, non je ne vous l'ai pas mis, je ne sais plus si je l'ai mis avant, mais vous aviez un bilan, le bilan chiffré que je vous ai détaillé tout à l'heure des départs de Drancy de 62 et de 66 000 personnes, est relaté et traduit dans cette chronologie. Et il y a même un deuxième panneau où vous voyez représenter la chronologie des convois de déportation. Et dernier point dans cette transmission, alors tout à fait relatif, mais les historiens en fait commencent à travailler dès ce moment-là, souvent dans un cadre public, c'est-à-dire que le ministère Freinet met au point également une commission d'historiens qui comprend des anciens déportés, qui étaient soit historiens avant-guerre, soit qui le deviennent. Vous avez dans cette commission des gens comme Germaine Tillon, notamment, ou Julien Quin qui revient de Burenval, et qui commence donc à initier des travaux historiques sur le sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure du docteur Steinberg qui reste à Auschwitz et qui est revenu avec des documents d'Auschwitz. Je vous ai parlé également tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, de Serge Schumoff, qui donc est rapatrié de Mauthausen à la mi-mai 1945 et qui, le 2 juin 1945, 15 jours plus tard, reprend un avion pour retourner à Mauthausen pour récupérer des archives qu'il avait repérées sur place et les ramener. Une partie donc de ces archives seront déposées